Bonjour tout le monde. Ok, donc je pense qu'on peut démarrer. Donc je vais dire un petit mot d'introduction et puis je laisserai la parole à Aurélien. Donc je suis Michel Salem Sermanet. Je suis un des fondateurs d'Alumni for the Planet. J'en suis le président actuellement. Et donc un mot sur Alumni for the Planet, c'est une association reconnue d'intérêt général, que l'on a créée il y a 4 ans et dont l'objectif et d'accompagner les alumni qui souhaitent s'investir au sein de leur entreprise pour accélérer la transformation de leur entreprise au regard des enjeux climatiques et environnementaux. Alors, nous faisons ça en coopération étroite avec de nombreuses associations d'alumni, et en particulier la meilleure, bien sûr, INSA Alumni, qui est vraiment un partenaire de la toute première heure, et avec qui on coopère beaucoup. Et ce que nous faisons, c'est de monter un certain nombre de webinaires comme celui de ce soir, euh, dont l'objectif, c'est important de l'avoir en tête, est de vous donner des clés concrètes pour pouvoir agir au sein de votre entreprise. Donc, vous voyez, ce n'est pas un webinaire d'information sur une thématique technique, etc. Ça, c'est très utile. Il y en a beaucoup. Ce que nous faisons, c'est quelque chose de différent. C'est de vous expliquer comment tout collaborateur a un rôle à jouer dans son entreprise et comment il peut, très concrètement, accélérer la transformation de son entreprise. Et on le fait en vous donnant un exemple concret. Donc, c'est pas théorique, c'est très concret. En vous donnant un exemple, et ça sera donc Ludovic Moulard qui va vous expliquer comment lui, à titre personnel, depuis quelques années, il s'est investi au sein de son entreprise 55 pour, vous le verrez, voilà, avoir un impact déjà très significatif sur tout un tas de sujets, donc, notamment autour des enjeux climatiques. Voilà. Avant ça, Laurent, qui est un alumni de l'école. Ça, donc, va un peu planter le décor pour vous rappeler les enjeux du changement climatique, le rôle fondamental que les entreprises ont à jouer et toute la panoplie des actions possibles de collaborateurs au sein des entreprises. Je finis par dire que, en plus de ce type de webinaire, nous réalisons tous les mois un webinaire qui est en quelque sorte l'étape 2, c'est-à-dire que nous réunissons par petits groupes, 10-20 personnes, pas comme ce soir, des personnes qui ont commencé à agir au sein de leur entreprise, mais qui rencontrent des difficultés, qui veulent en parler à d'autres et échanger, se donner des conseils et en intelligence collective, voilà, trouver des solutions et puis trouver une motivation dans la durée, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc ce soir, on est plus sur vous expliquer que c'est possible, que vous avez vraiment des choses extrêmement utiles à faire et que ça vaut le coup de vous lancer comme euh, Ludovic l'a fait il y a quelques années. Donc vous inspirez à vous engager et puis l'autre webinaire, on vous incite voilà, à y assister. Encore une fois, il y en a tous les mois. Vous pouvez venir autant que vous voulez. Tous ces webinaires sont gratuits pour échanger avec des personnes qui, comme vous, se seront engagées au sein de leur entreprise. Et la dernière chose que je voudrais indiquer, c'est qu'à la fin, je mettrai dans le chat, euh, je, j'accueille avec plaisir Ludovic qui vient de nous rejoindre. Donc je mettrai dans le chat vers la fin, mais pas tout à la fin, un sondage qui nous permet de comprendre l'impact du webinaire de ce soir et nous le faisons systématiquement. C'est important pour nous de mesurer si ce webinaire vous aura donné envie, si vous aura donné l'intention de vous engager à court terme au sein de votre entreprise. Vous verrez, il y a un certain nombre de questions qui nous permettent voilà, de mesurer, d'évaluer un petit peu cet impact. Ça permet d'améliorer au fil du temps ces webinaires. Et puis, c'est quelque chose que l'État suit beaucoup, puisque nous sommes en partenariat étroit avec l'État, avec l'ADEME également, qui suit de près notre action. Voilà. Donc, je voulais surtout vous rappeler l'objectif du webinaire. Encore une fois, c'est pas de vous donner des informations, mais c'est plus que de vous donner envie de vous engager, et surtout de vous montrer que c'est possible et de vous le montrer par l'exemple. Avant de laisser la parole, je voudrais remercier très très chaleureusement INSA Alumni et en particulier Aurélien Trechassou, qui est notre partenaire, comme je l'ai dit, de la première heure, avec qui nous avons monté beaucoup de webinaires et avec qui, Aurélien, tu le sais, nous souhaitons continuer à programmer de nombreux webinaires avec les alumni des écoles INSA. Voilà, merci également aux deux intervenants,
Laurent et Ludovic. Et merci d'avance à Michel, qui va, bien sûr, lui aussi un alumni d'INSA, qui va animer ce webinaire. Merci beaucoup et très bon webinaire. Donc, je te laisse également, Aurélien, dire un mot d'accueil. Oui, merci Michel. C'est toujours avec un grand plaisir que, effectivement, on organise avec ton équipe ce webinaire. On essaye de faire ça chaque année. Euh, j'ai eu l'honneur, effectivement, de pouvoir mettre une pièce dans le jukebox à l'époque pour lancer la machine des webinaires collaboratifs avec Alumni for the Planet. Donc INSA Alumni, c'est l'association des associations de diplômés INSA, donc Toulouse, Lyon, Strasbourg, Rennes, Rouen, CVL et bientôt Hauts-de-France. Et donc le but du jeu, c'est effectivement vous proposer un webinaire un petit peu didactique et un petit peu engageant et je l'espère qui vous motivera à faire des choses dans vos entreprises. Voilà. Bon webinaire à tous et je laisse la parole à Michel. Bonjour à vous. Alors, Michel Roussel, voilà, je suis bénévole pour Alumni for the Planet et je suis aussi un diplômé de l'INSA Toulouse, donc vraiment ça fait le pont avec ce webinaire. Je participe avec l'équipe à co-organiser des webinaires et donc je serai l'animateur de ce webinaire donc où il y aura deux intervenants, donc Laurent Richard qui est un ancien de l'INSA Toulouse également qui va nous parler, donc c'est le côté expertise, pendant 25 minutes, une demi-heure. Il y aura ensuite 10 minutes, un quart d'heure de questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, j'y répondrai aux deux intervenants en fin de chacune de ces parties. Donc Laurent Richard qui va nous parler des enjeux climatiques, le rôle des entreprises dans ce changement, l'importance que vous avez, vous, en tant qu'alumni de vos, enfin, en tant que alumni diplômés au sein de vos structures pour les faire changer de l'intérieur et notamment les stratégies des bilans carbone, scope 1, 2 et 3. Et ensuite, il y aura le témoignage de Ludovic Moulard qui travaille pour l'entreprise 55 et qui a mis en place des actions avec des impacts pour le développement durable au sein de son entreprise et qui rayonne même au-delà de son entreprise avec ses partenaires chez ses clients. Il accompagne pour améliorer l'impact dans la transformation de ces entreprises. Donc Laurent, si tu es prêt, je vais te laisser la main. Merci beaucoup pour votre invitation. D'abord, merci à Aurélien et aux deux Michel. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans ce cadre-là. Donc effectivement, une petite intervention assez courte, hein, vue courte par rapport à la complexité, à la richesse de cette problématique, mais pour vous faire évidemment repréciser les enjeux, repréciser peut-être aussi l'actualité et les dernières évolutions. Et en dernier point, préciser effectivement comment une entreprise peut agir, peut intervenir pour essayer globalement d'insuffler une dynamique en interne, mais aussi vis-à-vis évidemment des clients, des fournisseurs qui permettront, et l'entreprise a un rôle primordial, de participer à l'atténuation de nos émissions d'une part, et puis aussi à l'adaptation au changement climatique dont une partie est d'ores et déjà inévitable. Je vais partager mon écran. Hop, pour partager quelques slides. J'espère que vous les voyez, si c'est bon pour vous. Parfait. Alors, un petit ordre du jour, hein, sur, donc, comme je l'ai précisé, une problématique, les dernières données, les parcours d'émissions actuels, quelques éléments, hein, d'ordre de grandeur sur les politiques aussi actuelles et où elles sont en train de nous mener, et comment peut-être détailler ce que peut être une stratégie climat de l'entreprise, les principaux éléments, et ce qui permettra justement à Ludovic de partager son expérience et de vous donner des éléments encore plus concrets sur les modes d'action qui peuvent être évidemment très différents selon le secteur d'activité ou selon votre entreprise. Alors tout d'abord, quelques indicateurs globaux de l'état de la planète. Euh,
alors ça date jusqu'à 2015, il y a des évolutions géopolitiques à l'heure actuelle qui font que ces éléments-là vont peut-être changer, mais juste pour préciser aussi que ce changement climatique et de la biodiversité, donc ces crises environnementales, arrivent à un moment où on a certains éléments qui font que on a aujourd'hui et ces dernières décennies ont vu un certain nombre d'améliorations très importantes sur la qualité de vie globale de la population humaine, que ce soit sur une chute très importante de la pauvreté extrême, que ce soit aussi sur le taux d'alphabétisation, d'éducation, qui ont fait d'énormes progrès. Et on retrouve ces chiffres aussi sur l'espérance de vie au niveau mondial, avec l'augmentation très importante du taux de vaccination, de la baisse très importante aussi de la mortalité infantile. Et donc, on a différents facteurs qui sont aussi très importants à noter par rapport à une très grande amélioration de la qualité de vie globale au niveau de la population humaine. Mais tout ça, c'est accompagné aussi avec une augmentation de la population et évidemment une pression d'autant plus forte sur les ressources naturelles. On a quelques éléments ici sur les ressources en eau douce, sur les tonnes de prises au niveau de la pêche, sur la superficie forestière, etc. Et donc, évidemment, pour ce qui nous concerne, on le voit en bas à gauche, sur les émissions de CO2 qui ont augmenté de façon très forte depuis la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu aussi une accélération depuis les années 2000 avec l'expansion économique, la croissance économique de la Chine en particulier, mais qui a permis de sortir des centaines de millions de populations aussi de la pauvreté. Tout ceci nous amène au constat qui est fixé dans les grands rapports du GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que vous connaissez tous, qui a été créé en 1988 par l'ONU et dont le premier rapport, le First Assessment Report, date de 1990. Et dans ce premier rapport, on retrouve évidemment une estimation du réchauffement climatique dû à l'activité humaine. On y retrouve les premières préconisations et les premières élaborations de scénarios en vue d'une décarbonation. Et donc, on a dès 1990 une ébauche de scénarios et de solutions d'atténuation des émissions. Alors évidemment, si on compare avec les scénarios en 1990, inutile de vous dire que on n'a évidemment pas suivi les scénarios de décarbonation les plus optimistes, loin s'en faut, et qu'aujourd'hui, on en est au 6e rapport d'évaluation qui a été publié en 2001-2022. Là, pour le coup, les taux de certitude sur l'impact de l'activité humaine sont aujourd'hui extrêmement grands. Il n'y a plus aucun doute dans la communauté scientifique sur l'impact de l'activité humaine et son implication face à ce changement climatique. Et on a aussi, ce qui est important à noter, un certain nombre de rapports spéciaux qui ont été publiés. Un qui a été très important, c'est celui qui a été publié après les accords de Paris sur une élévation de la température et ses conséquences de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. C'est un rapport très important parce que dans les accords de Paris en 2015, sont encore inscrits l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, mais aussi de tout faire par rapport pour limiter à 1,5. Et donc ce rapport, il vient ensuite et il permet de valider en tout cas l'importance de cet objectif des 1,5 degrés qui est devenu aujourd'hui un critère qu'on retrouve au niveau international et qui implique pour les entreprises, par exemple, d'essayer d'avoir des trajectoires de neutralité carbone d'ici 2050, qui sont grosso modo des trajectoires qui permettraient de limiter d'ici 2100 une élévation de la température à 1,5 degré. Donc des éléments, des rapports qui se sont ajoutés et qui permettent de préciser à l'échelle internationale, et pour les États et pour les entreprises, un certain nombre d'objectifs et donc de trajectoires d'atténuation des émissions. Si on regarde un peu dans le détail de ces émissions, on voit qu'évidemment, l'objectif numéro un, ça va être de limiter les émissions de CO2
On voit sur ce graphique que la plupart de ces émissions, à peu près les 2 tiers, sont issues de l'utilisation des combustibles fossiles, charbon, principalement pour la production d'électricité, le gaz pour la chaleur et aussi aujourd'hui pour l'électricité de plus en plus, et le pétrole évidemment pour le transport et autres activités. On y retrouve l'importance de la protection des terres et des forêts, et on a aujourd'hui l'importance qui est de plus en plus soulignée des émissions de méthane. Alors pourquoi faire un point sur le méthane? Parce que évidemment le CO2 est la principale priorité. Le CO2 a cette particularité aussi physique, cette caractéristique qu'il va rester dans l'atmosphère pendant des périodes longues, voire très très longues, et que donc il y a un aspect cumulatif de ces émissions qu'il faut prendre en compte. Mais on a aussi aujourd'hui, parce qu'on a tardé, on a trop tardé à agir, l'importance capitale du méthane. Alors pourquoi on parle aujourd'hui de plus en plus du méthane? On a des rapports spéciaux de l'Agence internationale de l'énergie. C'est parce que le méthane a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus important que le CO2. Il est d'à peu près 30 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 100 ans. Mais aujourd'hui, parce qu'on est déjà en 2023 à des élévations de température qui sont de l'ordre de 1,4 degrés, on s'approche aujourd'hui de certains points de basculement qui sont notés dans le rapport des 1,5 ou dans le dernier rapport du GIEC, qui font qu'on a une urgence à limiter le réchauffement climatique, cette élévation, le plus rapidement possible. Et c'est là où le méthane intervient parce que sa durée de vie est de l'ordre de 12 ans globalement dans l'atmosphère. Et donc, si on agit aujourd'hui sur le méthane très rapidement, on peut limiter sur une échelle de temps très courte ses impacts en termes d'élévation de la température. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'études qui paraissent et qui permettent d'estimer que si on limite le méthane très rapidement, et on parle en particulier des émissions de méthane que vous voyez en rouge qui sont liées à l'utilisation des énergies fossiles. Et si on agit aussi sur d'autres éléments qui ont des durées de vie très courtes, à ce moment-là, on a la capacité de limiter sur une valeur de l'ordre de 0,3 degrés Celsius d'ici 2050 l'élévation de la température. Et c'est très important. Et c'est en termes de conséquences, de sécheresse, de perturbations d'inondations et autres, des éléments très importants qui font qu'aujourd'hui, on a une priorité sur le CO2 évidemment, mais on a de façon encore plus affirmée une volonté d'agir aussi pour limiter très rapidement les émissions de méthane, élément important à prendre en compte évidemment dans des bilans carbone pour nos activités, pour l'activité d'une entreprise en particulier. Si on prend en compte les émissions de CO2, on retrouve en termes international une carte du monde qui a à peu près ce visage-là. On y retrouve bien sûr les 3 régions principalement émettrices, avec en tête la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Et on voit le rôle assez minime d'un continent comme celui de l'Afrique. Élément qu'il faut souligner parce que lorsqu'on parle des conséquences du réchauffement climatique, il y a évidemment des politiques de mise en place en termes d'atténuation et d'adaptation qu'il va falloir aussi peut-être prendre en compte pour intégrer et réfléchir sur les investissements, pour réfléchir aussi sur les compensations carbone et réfléchir en tout cas pour une entreprise sur savoir si effectivement en termes de compensation ou d'action, il peut être parfois plus intéressant en termes d'adaptation aussi, d'aider des populations ou des pays à s'adapter et donc de voir, de réfléchir où est-ce qu'il est le plus important d'agir à ce niveau-là. Si on retrouve et si on prend en compte l'effet cumulatif des émissions de CO2, on se retrouve avec une carte qui est un petit peu différente et vous imaginez bien que ça aussi modifie les négociations internationales puisqu'il faut prendre en compte la responsabilité historique de certains États et des pays et des régions pour réfléchir aussi en termes de responsabilité. Et c'est ce qui va faire que dans les négociations internationales aujourd'hui, on a une pression très forte pour alimenter le fonds vert d'aide pour le climat, pour permettre aux pays en développement de développer des énergies renouvelables, des systèmes décarbonés. Mais aussi, on a récemment le programme Pertes et préjudices qui qui a été validé lors de la dernière COP
et qui vient valider la responsabilité historique des pays développés et qui implique le développement d'un fonds d'indemnisation pour des catastrophes naturelles qui sont liées au changement climatique. On a beaucoup de recherches aujourd'hui qui sont faites pour essayer de déterminer si telle ou telle sécheresse, si telle ou telle inondation serait possible sans le changement climatique, pour pouvoir ainsi libérer un certain nombre de fonds pour aider ces pays-là à faire face à ces conséquences climatiques. Si on regarde les émissions par secteur, on voit que évidemment le secteur de l'énergie est primordial. Et puis on voit, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais on voit aussi le rôle de l'industrie qui est présent, le rôle des transports, des bâtiments, et qui vient souligner aussi le rôle que peut jouer une entreprise vis-à-vis de son activité, mais vis-à-vis aussi de la façon dont elle va réfléchir à influer ses fournisseurs pour se décarboner. L'action, elle se trouve là principalement. On sait que globalement, dans les trajectoires de décarbonation, l'énergie et l'activité industrielle sont les premiers postes. Les programmes de réduction des émissions vis-à-vis de l'agriculture sont plus compliqués à mettre en place, même si après, individuellement, on a un rôle à jouer sur notre alimentation en particulier. Alors, tout le défi aujourd'hui, il est global, il est national, il est individuel et au niveau de l'entreprise. Mais si on regarde les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que globalement, aujourd'hui, on n'a pas d'exemple de décarbonation sans accompagnement de crise. Alors, ici, vous avez un certain nombre d'éléments sur les crises. On voit que les crises énergétiques, avec les premiers chocs pétroliers, ont entraîné une diminution brève des émissions de CO2. On peut avoir aussi des chocs politiques avec la dissolution de l'URSS. Et puis, deux exemples plus récents que sont la crise financière de 2008, avec une baisse globale des émissions de 0,4%. Et évidemment, on a tous ça en mémoire, la pandémie de la Covid-19, avec une baisse des émissions globales de l'ordre de 5 à 6%, avec un effet rebond juste après, qui font qu'aujourd'hui, on est à peu près au niveau des émissions de 2019. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a aujourd'hui, on a une trajectoire qui est en train de s'infléchir avec une stagnation globale des émissions et on espère au niveau global un début de diminution de nos émissions en 2024 peut-être, mais on l'espère en 2025, en tout cas dans un avenir proche. Alors, ce schéma-là, ce graphique-là, il nous fait dire qu'évidemment, tout le défi est d'un certain côté improbable, c'est-à-dire comment créer un début de trajectoire de réduction de nos émissions sans crise, tout en permettant un développement économique, une sortie des populations de la pauvreté dans les pays en développement. On n'a pas d'exemple au niveau mondial, mais par contre, on a quelques exemples aujourd'hui et de nombreux exemples où on a une décorrélation entre l'évolution de la richesse et les émissions de CO2. Donc, vous retrouverez toutes ces données hein, sur le site de Our World in Data. Mais on a donc des exemples de décarbonation au niveau nationaux qui n'existent pas pour l'instant au niveau mondial. Et tout le défi, évidemment, aujourd'hui, ça va être comment développer, généraliser toutes ces trajectoires-là et évidemment aussi, parce qu'on a trop tardé, les accélérer. Et c'est le défi qu'on a aujourd'hui. Alors, donc, on a un début d'effet. On a un début d'effet de ces conventions et de ces cadres internationaux que ce soit au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui sont accompagnés par le protocole de Kyoto sur les réductions et les trajectoires de décarbonation, qui sont aujourd'hui entérinés dans les accords cadres, l'accord de Paris, l'accord de Paris vient globalement donner et c'est une première historique hein, pour un aussi grand nombre d'États, vient donner un cadre de collaboration, un cadre d'échange de données et de savoir-faire pour essayer d'accélérer cette décarbonation au niveau international. Alors pour donner des éléments d'où on en est aujourd'hui, on a quitté, et c'est entre guillemets la bonne nouvelle, on a quitté les scénarios les plus
pessimistes, les worst case scénarios qu'on retrouvait dans le GIEC. Cette trajectoire rouge, on l'a quittée depuis à peu près 10 ans aujourd'hui. Et on se retrouve aujourd'hui sur la trajectoire jaune. Donc c'est entre guillemets la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on est, et vous le voyez, très loin encore de la trajectoire bleue, qui est celle qui conviendrait aux accords de Paris. Et si on traduit ça en termes de température, donc on n'est plus sur une trajectoire de 4 à 4,5 degrés d'ici 2100. On est, selon les estimations, et si on prend en compte les politiques et les mesures mises en place aujourd'hui, sur une trajectoire de l'ordre de 2,7 degrés de réchauffement d'ici la fin de ce siècle. Si on prend en compte ensuite, si on y ajoute les engagements annoncés lors de la dernière COP, on est sur une trajectoire qui nous rapprocherait d'une trajectoire de l'ordre de 2 degrés d'ici 2100. Et puis, bah, vous voyez qu'il nous reste un écart significatif par rapport aux émissions mondiales vers la trajectoire des 1,5 degrés qui aujourd'hui devient de plus en plus compromise. Euh, Chose à préciser, on parle d'une trajectoire d'ici 2100, puisque cet objectif des 1,5, cette élévation de la température des 1,5, devrait être dépassée d'ici 2030, quoi qu'on fasse, on va dire. Mais il reste des trajectoires qui sont encore réalisables, où d'ici, pendant la seconde moitié du siècle, on a une température qui redescend progressivement pour arriver au 1,5 degré. Mais cet objectif, il est extrêmement difficile à atteindre. Et donc, il va falloir aujourd'hui accélérer d'autant plus les actions et la dynamique qui est mise en place. Et donc, si on regarde des simulations, hein, on n'est plus effectivement dans un monde qui serait la planète qui est en bas à droite, mais on se rapprocherait d'un scénario qui est celui qu'on retrouve en bas à gauche, de l'ordre de 2,7. Et vous voyez sur ces modélisations les variations d'élévation de la température entre les zones arctiques, entre la zone arctique par exemple, et les zones un peu plus basses en termes de latitude. L'objectif étant de se rapprocher de scénarios qui sont sur les planètes qu'on retrouve en haut et où vous voyez qu'on arrive d'ici 2100 quand même à limiter, entre guillemets, les dégâts. Ce qui nous reste à faire, vous voyez, les émissions de CO2, elles sont toujours en grande partie à l'échelle du monde liées à la production d'électricité et de chaleur. En France, avec un système électrique décarboné, le grand défi, ça va être le transport, le résidentiel, éléments qui sont pour les spécialistes beaucoup plus compliqués à mettre en place socialement et qui demandent après à élaborer des politiques concertées avec les citoyens, avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les entreprises. Voilà, c'est des éléments qui sont plus compliqués, plus délicats à mettre en place que tout simplement décarboner un système électrique. Je ne dis pas que décarboner un système électrique est facile à faire, mais en tout cas, en termes de difficulté, on est sur des tâches qui aujourd'hui sont un peu plus délicates. Je passe sur les émissions moyennes d'un Français. Évidemment, il reste beaucoup la voiture, l'alimentation et le chauffage. Juste pour vous dire que, pour finir, la trajectoire, la stratégie nationale bas carbone qui définit un petit peu la trajectoire à suivre en France, aujourd'hui, si on prend les émissions brutes, on est sur une trajectoire qui est en accord aujourd'hui avec l'objectif jusqu'en 2050. Alors, c'est lié évidemment au contexte et au contexte international avec la hausse du prix du gaz, hein. Mais vous retrouvez, vous voyez qu'ici, si on regarde secteur par secteur, le secteur du transport, on est à 4% au-dessus de nos objectifs. Et ça souligne encore une fois la difficulté de décarboner ce secteur pour l'instant. Mais vous voyez que l'aspect augmentation du prix du gaz se retrouve dans le résidentiel. On y retrouve aussi, pour les chiffres de 2023, le retour de la production du nucléaire qui avait fait tant défaut en 2022. Élément à souligner, c'est que par contre, si on prend les émissions nettes, c'est-à-dire si on prend en compte aussi les émissions liées aux forêts et à l'utilisation de nos sols, on est au-dessus de notre trajectoire. Et ça, c'est un premier élément à souligner, c'est qu'effectivement, vous voyez que on est, pour les émissions de l'utilisation des terres et de la foresterie, on est en dessous, et c'est de façon très importante, hein, on est à 57% en dessous de nos objectifs. Et malheureusement, ça souligne ici les premiers impacts visibles et notables du réchauffement climatique
qui viennent impacter directement la capacité de stockage et d'absorption du CO2 de nos forêts et de nos terres. Évidemment, pas besoin de souligner les récents incendies qui ont émaillé les précédents étés. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve face aux conséquences du changement climatique qui viennent d'ores et déjà rendre un petit peu le suivi de nos trajectoires d'émissions plus difficile. Alors, la stratégie de climat de l'entreprise, comment faire pour que l'entreprise ici, en plus du citoyen, en plus du politique, dans ce cadre international, dans ce cadre français de la stratégie nationale bas carbone, elle a un rôle prépondérant dans le suivi de ses objectifs, de par son rôle dans la collaboration avec ses fournisseurs, de par son rôle dans la réduction de ses propres émissions. Alors, évidemment, dans les stratégies, on va retrouver plusieurs étapes. Tout d'abord, évidemment, la définition des enjeux. Quelles sont les activités ou les produits qui sont soumis aux risques associés au changement climatique? Je viens de le souligner, on voit déjà les impacts sur les incendies, sur les forêts. On va avoir des impacts sur l'approvisionnement, sur les chaînes de valeur d'approvisionnement. On retrouve aujourd'hui, vous voyez, des inondations en Chine. Et donc, quels sont les enjeux pour l'entreprise face au changement climatique? Ensuite, comment votre chaîne de valeur, face à ces enjeux-là, elle peut être exposée, et elle peut être exposée soit aux conséquences du changement climatique, mais aussi aux politiques et aux cadres internationaux qui sont en train de devenir de plus en plus incitatifs et de plus en plus ambitieux. Et donc, on a la tarification carbone, on a les obligations de reporting qui sont en train aujourd'hui, qui sont déjà mises en place, mais qui sont à l'avenir évidemment l'objet d'une augmentation de ces contraintes-là. On a aussi pour l'entreprise l'évolution des attentes sociétales de vos employés, de par aussi la qualité de vos recrutements et des attentes des jeunes ingénieurs, mais aussi de vos clients. Quelles sont les attentes aussi? Les évolutions sociétales sont à prendre en compte au fur et à mesure que les conséquences du changement climatique vont aussi devenir de plus en plus palpables. Et puis, bah, on a tout ce qui est les événements extrêmes. On a des évaluations faites par les Météo France, en tout cas sur le territoire français, qui sont aujourd'hui de plus en plus régionalisées. On a, si on parle par exemple des Pyrénées orientaux, on voit que cette région est très impactée par la sécheresse et que ça va avoir des impacts sur les opérations, sur vos fournisseurs et sur vos clients aussi. Première étape, donc, évidemment, celle de la définition des enjeux. Et puis, ça va s'accompagner par un diagnostic d'estimation des principales sources d'émissions sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. C'est évidemment le fameux bilan carbone. Et ensuite, de hiérarchiser les différents postes en fonction de la contribution et de l'exposition aux enjeux et aux risques climat. On retrouve ici les deux termes clés, que ce soit l'atténuation des émissions et l'adaptation à ces changements climatiques. Cela va aussi, d'une certaine façon, avec un certain nombre, la définition aussi d'un certain nombre d'opportunités sur l'identification des axes d'optimisation et de performance sur la chaîne de valeur, la chaîne de production vis-à-vis des sources d'émissions, mais ça va s'accompagner aussi avec un certain nombre d'optimisations. On peut aussi réfléchir sur les opportunités de changement de produit ou d'activité, et puis aussi l'opportunité de communiquer sur l'engagement de votre entreprise vis-à-vis de ces éléments-là, que ce soit le climat, la biodiversité, qu'on va retrouver sur après des capacités de recrutement, sur la capacité de communiquer vis-à-vis de vos clients. C'est les trois premières étapes, et puis ensuite vient l'étape de la stratégie sur la communication au niveau de l'entreprise. Stratégie en tant que salarié de l'entreprise, comment influer, comment initier justement une dynamique au sein de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs stratégies, on verra celle adoptée par Ludovic et l'exemple qu'il va vous donner, mais évidemment de communiquer sur ces enjeux-là déjà au plus haut niveau de l'entreprise, sensibiliser, informer, acculturer sur ces enjeux climatiques au niveau des dirigeants, au niveau aussi de vos collègues, intégrer la résilience climatique dans les formations, dans les réflexions sur les investissements. Ça va influer sur le business model, sur la stratégie de l'entreprise,
globalement, on peut se retrouver progressivement, étape par étape, avec un enjeu qui va être pris en compte à tous les échelons de l'entreprise. Après le niveau de l'entreprise, on a le déploiement de cette stratégie. Décliner la stratégie en différentes politiques, définir les objectifs quantitatifs, quels sont les postes significatifs à atteindre en premier, quelle serait votre stratégie de déploiement. Est-ce que vous commencez par un petit groupe de réflexion qui va alimenter comme ça cette réflexion politique? Est-ce que vous passez directement par les dirigeants ou alors vous infiltrez petit à petit sur une réflexion avec vos collègues, un groupe de travail qui va permettre comme ça de donner des éléments, des rapports, la production. Et puis après, le déploiement, ça va être concrètement sur les actions et réductions d'émissions, l'intégration du pilotage de l'enjeu climatique au niveau de la direction, et puis petit à petit, comme ça, à tous les niveaux de l'entreprise, on a comme ça un cadre sur ces différents éléments-là. Vous voyez qu'on a les différents aspects à prendre en compte qui peuvent être autant pour vous, autant d'éléments de réflexion à prendre en compte. Et pour conclure, effectivement, les outils de base, vous les connaissez pour certains. On a la fresque du climat, excellent outil de début de sensibilisation aux enjeux climatiques. On retrouve En-ROADS qui va être un outil de modélisation de politique climatique à différents niveaux. Et puis on retrouve 2 tonnes sur l'action individuelle, comment réduire notre impact carbone. Outil de réflexion aux enjeux individuels et collectifs pour réfléchir à ça. Et puis un nouvel outil qui s'est développé, qui est lui un outil méthodologique de réflexion sur les enjeux de l'adaptation aux enjeux, au changement climatique au niveau collectif, au niveau de l'entreprise aussi, va amener comme ça les éléments de réflexion. L'élément clé, on l'a vu dans le diagnostic, vous savez que la mesure des choses va vous permettre de définir vos actions au sein de l'entreprise. C'est évidemment l'étape clé, ça va être celui du bilan carbone qui va vous permettre ensuite d'élaborer une stratégie bas carbone de l'organisation. Alors pour ce faire, l'ADEME va vous donner un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de définir tout ça et de donner le cadre un peu méthodologique pour la mise en place d'une stratégie et aussi de son évaluation. On a, avec le programme ACT, va vous accompagner dans la mise en place de ces objectifs. On retrouve aussi un autre élément au niveau de l'entreprise, c'est la Science-Based Targets, qui va vous permettre d'estimer votre trajectoire d'émissions vis-à-vis et par rapport aux objectifs des accords de Paris. L'approche ADEME va vous permettre aussi de bénéficier comme ça d'un accompagnement dans un bilan carbone qui va être sur ces 3 scopes d'émissions. Le scope 1 qui va être les émissions directes de votre flotte de véhicules, de votre consommation d'énergie propre, en particulier la combustion du gaz. Le scope 2 qui va concerner plus votre apport d'électricité. Et puis le scope 3 qui, en France, pour des entreprises de services, va représenter le plus gros poste. Et donc, c'est là où la réflexion avec vos fournisseurs, la réflexion avec vos clients va être très intéressante aussi à mettre en place. Et si dans un domaine d'action au sein de votre entreprise, il y aura une réflexion à mener aussi pour entrer en collaboration et aider vos fournisseurs aussi à se décarboner. Voilà, je veux finir là-dessus, hein, sur cet élément-là. Vous retrouverez au niveau de l'ADEME et sur son site différents éléments pour financer ces projets, optimiser, décarboner votre industrie. Tous ces éléments-là vous permettront de définir les enjeux, mais aussi de définir donc les bons d'utiliser pardon, les bons outils de diagnostic qui vous permettront de suivre et de définir vos trajectoires de décarbonation à l'échelle de votre entreprise. Voilà, ce sera ma conclusion et évidemment, je suis prêt à répondre à quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup Laurent pour ta présentation, très intéressant. Effectivement, avec ces impacts chiffrés, ça nous donne vraiment une vue d'ensemble et on va pouvoir entamer ensuite, après le temps de questions, avec la deuxième présentation de Ludovic sur justement le passage à l'action. Donc, comme question, on avait alors Loïc Touvenin
Oui, bonjour à tous. Alors non, pas forcément une question, mais effectivement, j'ai levé la main. Merci pour cette présentation. Pour ma part, donc, je suis INSA Lyon, diplômé INSA Lyon il y a quelques années, et j'interviens dans une entreprise, pour le coup, qui est acteur de la décarbonation auprès des industriels, que ce soit sur la partie process et utilité. Voilà, donc je suis ravi de partager ces sujets-là avec vous. Et effectivement, l'approche est totalement pertinente et on accompagne les industriels sur un certain nombre d'étapes, que ce soit très en amont de la démarche, depuis l'atelier d'orientation jusqu'à la maintenance d'infrastructures visant notamment à la récupération de chaleur ou à l'optimisation des usages de l'eau dans les process industriels. Voilà. Très bien. Merci à toi. Pierre-Yves, tu avais peut-être une question? Oui, donc je me présente, je suis un très très ancien INSA de Rennes et j'habite en Suisse à Genève, je travaille dans l'aviation et donc là, c'est plus une opinion que j'aimerais bien avoir de la part de Laurent. L'aviation fait beaucoup de compensations avec le SAF. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi j'ai mon opinion, mais je voudrais juste avoir un petit peu une opinion de quelqu'un qui aurait peut-être une vision beaucoup plus large que la mienne. Voilà. Alors, spécifiquement, effectivement, sur le secteur de l'aviation, j'ai pas trop d'éléments à vous donner. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'ai pas évoqué les mesures de compensation. En tout cas, dans le cadre d'un bilan carbone et dans le cadre d'une dynamique de décarbonation, l'aspect compensation, on considère qu'il doit venir à la fin d'un processus. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir vu et exploré tous les moyens de décarboner son activité, il peut y avoir un socle qu'on devrait considérer comme incompressible d'émissions. Et à ce moment-là, effectivement, envisager des processus de compensation. Alors, très vaste sujet avec beaucoup d'effets contre-intuitifs. Beaucoup de standards aussi et de labels dont la qualité est très différente sur les mesures de suivi. On se retrouve très souvent avec des mesures de compensation qui vont être délocalisées, hein, et parfois même à l'étranger. Et parfois, les labels qui sont censés assurer le bon déroulement et le fait que vraiment il y a des processus de compensation des émissions de CO2 ne font pas un travail suffisamment, on va dire, rigoureux. Et donc, on a énormément d'éléments aujourd'hui qui font que la compensation doit être estimée de façon beaucoup plus rigoureuse. Après, ce qui peut être intéressant dans certains projets de compensation, c'est qu'ils peuvent avoir énormément de co-bénéfices. On peut, par exemple, on a quelques exemples de compensation où on va financer un projet dans un pays en développement qui va permettre et de réduire les émissions liées par exemple au brûlis, à la combustion de bois pour une communauté, pour des villages, et qui, par le biais de développement d'outils de méthanisation, valoriser des déchets organiques, permettre une combustion qui soit beaucoup moins polluante, et donc en termes de santé, on a des avantages et aussi permettre, par exemple, à une population de femmes qui vont être chargées de récolter de bois, d'avoir une source d'énergie qui permette de libérer du temps, de la charge de travail et autres. Donc, il y a aussi des éléments sociaux à prendre en compte. Je dis éléments sociaux et je donne un élément positif, mais on a aussi dans les mesures de compensation des éléments sociaux qui peuvent être très négatifs, avec, par exemple, des plantations d'arbres qui sont faits par certaines organisations qui vont déplacer des populations indigènes pour pouvoir planter des arbres, en assurer un suivi qui va être déficient et où ces arbres, au bout de 15 ans, sont morts parce que ça a été mal fait. Donc c'est voilà, très complexe. Voilà, je vois que le temps passe. Oui. Merci beaucoup pour tes questions. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour les questions. Je suis désolé pour le chat, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ludovic, si tu es disponible, tu peux prendre le relais avec ta présentation pour inspirer le passage à l'action et ce que tu as mis en place dans ton entreprise. Spotify. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Michel.
Bonsoir à tous. Je fais juste une petite parenthèse avant de démarrer pour justement ce sujet sur tout ce qui est SAF, notamment, donc qui est pas de c'est facile la compensation, mais les outils qu'on peut utiliser pour décarboner l'aviation. Il y a un travail très intéressant qui est fait par une association qui s'appelle Aérodécarbo et qui en fait est fait de personnes du secteur, hein, donc à la fois notamment des salariés d'Airbus, des anciens de Supaéro qui se sont associés pour évaluer les impacts du secteur aérien et voir aussi quelles étaient toutes ces solutions, les mettre bout à bout. Et ils se sont rendus compte que même en mettant bout à bout toutes ces solutions-là, parce qu'il y a énormément d'inertie dans la mise en place de tout ça, eh bien, on n'atteint pas du tout les objectifs de l'accord de Paris. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra réduire le trafic aérien. En fait, c'est une réalité. En plus de mettre en place ces innovations, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. Donc, je pense que voilà, je pense que ça peut éclairer si vous avez envie d'aller voir ce truc-là. Je vous invite à aller regarder. C'est pas ceux qui ont écrit le document il y a quelques années, volé en 2050, quelque chose comme ça. Je vais juste un aparté. En association avec le Shift Project, oui, Ouais, oui, tout c'est à fait. ça, ouais. Ok. Oui, 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 Ouais, exactement, ouais. exactement. C'est Donc eux. je les connais. Bon, merci beaucoup, hein. Pas de rien. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Ludovic Boulard, j'ai 40 ans et je travaille aujourd'hui pour un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la data. Ça fait 9 ans que j'y suis dans ce cabinet de conseil, puis ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la data. Voilà, le point de départ un petit peu à tout ça, pour moi, ça a été d'abord que je cherchais depuis longtemps à m'engager dans une association en tant que bénévole. J'avais envie de ce type voilà, d'aventure-là pour moi. Et je cherchais justement des associations qui œuvraient sur ces sujets énergie-climat sans véritablement savoir quelle était l'ampleur du sujet, mais parce que ça m'a toujours un petit peu intéressé. J'étais un peu curieux sur ce sujet-là, mais je le connaissais très très mal, hein. Et puis, je suis tombé sur un jour une association qui s'appelle le Shift Project, justement, qui est une association qui publie des rapports sur ce sujet-là et qui communique sur les enjeux de la transition. Là, j'ai pris conscience d'un seul coup de l'ampleur, en fait. Je me suis rendu compte de quoi il s'agissait. Je me suis rendu compte que quand on dit on fait un geste pour la planète, en fait, la planète ira très très bien. C'est pour nous qu'on le fait, en fait, le geste en question, et pas du tout pour la planète, hein. Hier, c'était la journée de la Terre, mais en fait, on pourrait dire la journée pour nous, parce qu'en fait, c'est nous qui en pâtissons en fait de ces impacts-là. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte surtout que c'était vraiment un sujet d'avenir, c'est-à-dire nécessairement. Si on ne le traitait pas, bah, il s'occuperait de nous, en fait. C'est le problème qui s'occuperait de nous. Donc j'ai commencé à m'engager, notamment en me formant déjà. Donc j'ai passé énormément de temps à me former gratuitement. C'est très pratique dans les associations. Vous avez quand même des contenus, des tas de contenus, des personnes qui sont là pour former gratuitement. C'est quand même un avantage formidable sur ce sujet-là. Et puis j'ai participé bien sûr à des projets. Et là, j'ai décidé d'agir. J'ai décidé de changer mon métier. Donc, moi, j'étais responsable de l'expertise data dans ce cabinet de conseil. J'ai décidé un petit peu voilà, de revoir les choses et j'ai commencé à en parler autour de moi. En fait, tout simplement, parce que je ne savais pas très bien par quel bout prendre le sujet, pour être honnête, hein, c'est quand même pas simple. Et en discutant, en parlant autour de moi, avec plus ou moins de succès, hein, au début, tout le monde n'est pas forcément intéressé par le sujet. Et j'ai en fait identifié quelques personnes qui, pour le coup, s'intéressaient au sujet, étaient motivées, et notamment un des associés de l'entreprise. Donc ça, c'est une chance que j'ai, c'est que dans cette entreprise, un des associés s'était intéressé de près au sujet, et on a décidé de lancer un travail alors qu'on faisait quelque part un peu en plus de notre métier, à côté, de réaliser une étude pour comprendre mieux l'impact environnemental, l'impact carbone d'abord, de ce qu'on faisait. Et donc, comme nous, voilà, on travaille dans le domaine de la data, le premier usage de la data, c'est le marketing. Et on avait envie de comprendre les impacts, notamment de tous les dispositifs publicitaires. Donc, on a mené cette étude-là, qu'on a publiée début 2022. C'est pas bien vieux, hein, mais ces discussions-là, ça a commencé en 2021. Donc, tout le travail d'étude, on l'a fait dans l'année 2021. Et cette étude, j'ai été capable de la réaliser grâce aux formations que j'ai pu avoir dans les associations. Sinon, j'aurais été incapable. Il faut avoir des compétences en comptabilité carbone. Il faut avoir des compétences aussi en matière d'impact environnemental du numérique, puisque du coup, là, c'était des activités numériques qu'on évaluait. Mais grâce à ça, j'ai pu travailler et publier cette étude début 2022. Et puis après ça, bah, tout simplement, en discutant aussi avec les associés et d'autres collègues, je dis, bah, voilà,
maintenant, je veux changer de rôle. C'est-à-dire que je vais arrêter de faire ce que je faisais sur l'expertise depuis des années. Et maintenant, je vais aller travailler uniquement là-dessus et m'occuper du sujet pour l'entreprise, pour le cabinet de conseil qui s'appelle 55, j'ai oublié de le préciser, hein, 55 en anglais, 55. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place à partir de là? La première chose déjà, c'était effectivement sensibiliser, former les collaborateurs. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les ateliers que décrivait tout à l'heure, qui étaient décrits tout à l'heure, la fresque et l'atelier d'automne, etc., ce que disait Laurent. Et, mais effectivement, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qu'on peut utiliser pour ça. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est déjà organiser en allant chercher, c'est assez facile à faire, hein, sur leur site, on trouve assez facilement un animateur ou une animatrice qui est capable de faire ça, animer des fresques du climat dans l'entreprise. Et puis, après avoir fait ça, on a dit, on va se former nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va internaliser la compétence pour être capable nous-mêmes d'animer des fresques dans l'entreprise. Et donc, on a déployé la fresque dans presque toute l'entreprise, puisque aujourd'hui, plus de 60% de mes collaborateurs ont fait la fresque. On n'est pas une très grande entreprise, hein, on est 400. Et bon, voilà, ça représente un petit peu de monde, mais quand même, voilà, on a réussi à faire ça. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'on ait sensibilisé absolument tout le monde pour que tout le monde comprenne le problème. On a des bureaux un peu partout, hein, d'ailleurs, 55, mon entreprise, a des bureaux, a 10 bureaux à travers le monde. Et donc, il fallait aussi former sur différents fuseaux horaires. Donc, ça, on s'organisait parce qu'on peut le faire en ligne ou en présentiel. Et puis petit à petit, on forme aussi des gens localement dans les bureaux pour qu'eux-mêmes ils aillent dispenser ces ateliers-là. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on a faites. Un autre exemple d'éléments de sensibilisation qu'on peut utiliser, c'est des ateliers qui sont peut-être davantage appliqués. Je pense par exemple à l'atelier OGRE qu'on utilise. OGRE, ça veut dire ordre de grandeur des énergies. Et ça permet de bien maîtriser les enjeux sous le prisme de l'énergie. C'est-à-dire qu'inévitablement, si on regarde le souci des émissions de gaz à effet de serre, en fait, il vient des énergies fossiles essentiellement. Pas uniquement, mais essentiellement. À 75% en tout cas. Et donc, si on s'intéresse à ces énergies fossiles et qu'on se dit demain, comment on fait pour arriver avec toute petite quantité d'énergie fossile, et bien comment on remplace tout ça? Vous voyez, c'est des ateliers intéressants pour bien comprendre les enjeux et ce que ça signifie pour l'entreprise aussi. C'est-à-dire que l'entreprise, inévitablement, utilise un petit peu d'énergie fossile ou beaucoup d'énergie fossile selon le secteur d'activité. Ou en tout cas, alors pour nous, qui sommes une entreprise de service, nos clients en utilisent énormément. Et donc, dans ce qu'on fait pour eux, c'est très important aussi d'intégrer ça. Puis, on fait des challenges, des quiz, des sessions de formation. Typiquement, hier, c'était donc la journée de la Terre et on a lancé une semaine du développement durable en interne avec tout un tas d'ateliers qui sont proposés tous les jours dans l'entreprise pour former, à la fois sur des sujets individuels, donc par exemple, je ne sais pas moi, comment trouver des alternatives à la fast fashion, comment revoir sa façon de faire par rapport, comment revoir ses habitudes quelque part, tout ce qui est mobilité durable, etc. Enfin, vous avez des ateliers de ce type-là. Et puis, vous avez des ateliers qui sont vraiment appliqués davantage à ce qu'on fait, à notre activité. Donc, bien comprendre les impacts environnementaux de ce qu'on fait pour nos clients, être capable de déployer des missions, des outils notamment en limitant considérablement leurs impacts. Enfin, c'est ce genre de choses-là qu'on va permettre à nos collaborateurs de développer comme compétences. Former bien sûr au vocabulaire parce qu'il y a des enjeux importants, notamment un des enjeux forts, c'est passer d'une évaluation des sujets uniquement sous un angle monétaire, sous un angle euro, dollar, enfin ça dépend où on est, et d'arriver à une évaluation qui est basée sur d'autres indicateurs. Donc, par exemple, le volume de ressources qu'on va utiliser, des temps passés, des gigabytes transférés, des kilomètres passagers, des quantités de matière, etc. Donc, former aussi à tous ces enjeux-là parce que c'est absolument nécessaire de bien comprendre ces aspects-là pour être capable de faire bouger son entreprise, en fait, pour identifier là où il y a des choses à faire bouger. Ça, c'est des compétences liées au bilan carbone, ce que je raconte. C'est vraiment ça.
C'est vraiment cette logique. Et typiquement, ben voilà, j'en arrive à le deuxième type d'action qu'on mène dans l'entreprise depuis 2 ans. En fait, on a commencé par faire un bilan carbone. Et puis, à partir de ce bilan carbone, on a identifié en fait 5 postes d'émissions absolument majeurs de notre entreprise qui représentaient plus de 90% de notre impact pour la partie interne. Hein. Je ne parle pas de ce qu'on fait pour nos clients, parce que ça, c'est une autre paire de manches, j'en parlerai après. Mais déjà sur tous nos déplacements professionnels, notre matériel informatique, comme on est une entreprise de service, on consomme ces éléments-là. Et puis, à partir de là, sur ces différents postes d'émission, on a mis en place ce qu'on appelle un pilotage. C'est-à-dire qu'au-delà de dire on fait un bilan annuel, et puis quand on fait le bilan, on se rend compte que c'est trop tard, on n'était pas bon, et du coup, on arrive trop tard, on est obligé à un moment donné de piloter, c'est-à-dire d'aller regarder ça mois le mois, hein, d'aller regarder ça de manière plus fréquente, voire d'évaluer des éléments, des projets, des, oui, des projets dans l'entreprise a priori. C'est-à-dire, si on fait ça, quel va être l'impact? Et du coup, est-ce qu'on a envie de le faire? Voilà, ça, c'est un sujet majeur pour nous. Et pour les enjeux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on fait pour nos clients, là, c'est plus compliqué puisque nous, on travaille dans le domaine du numérique essentiellement. Et donc, les impacts ne sont pas faciles à mesurer. Il y a énormément de biais en plus cognitifs hein, dans le numérique. On a l'impression que ça marche tout seul. Hein. Je lance un traitement, une seconde après, il me répond, bah, tout va bien. Je ne dois pas dépenser beaucoup de ressources. Maintenant, c'est parce qu'il y a peut-être 200 machines en face qui ont travaillé. Ça, c'est une des difficultés aussi auxquelles on a dû faire face pour bien comprendre ces enjeux. Et donc, on a dû mener encore d'autres études. Hein. Je vous parlais de l'étude sur l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, des campagnes digitales. Ben, on a mené d'autres travaux d'études. On va en sortir d'autres là sur notamment les impacts de la web analyse, enfin tous les outils que nous on déploie pour nos clients. Donc, pour qu'on soit plus intelligent sur ce qu'on fait pour nos clients et qu'on soit capable de les évaluer, d'évaluer ces impacts-là et donc de dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on priorise comme chantier pour éviter de renforcer notre business sur des éléments qui ont des impacts énormes. Voilà, ça c'est un point très important. Et puis bien sûr, je pense que je suis un peu obligé d'en parler, mais il y a le sujet brûlant de l'intelligence artificielle. Si on parle de données, on peut pas ne pas en parler. Et évidemment, ce sujet-là est un aspect qui retient particulièrement notre attention pour justement être capable de bien comprendre les impacts de tout ça. Et j'en parlerai un tout petit peu plus tard. L'ultime action qu'on a mise en place, c'est la question de la transformation de ce qu'on fait pour nos clients, justement. C'est au-delà de dire comment je fais sur ce que je fais, comment je le fais de manière plus frugale, plus sobre, quelque part, pour éviter des impacts. Accessoirement, un des axes aussi pour convaincre, c'est parfois il y a des impacts aussi financiers, c'est-à-dire qu'en étant plus frugal, ça coûte moins cher. Et ça risque de devenir de plus en plus le cas sur le numérique, hein, parce que le cloud est un peu saturé. Il y a un enjeu au-delà de plus frugal de dire mais comment je fais pour que ce que nous allons mettre en œuvre pour nos clients soigne le problème, c'est-à-dire soit pas une source du problème atténuée, mais bien soigne le souci. Et donc on a développé toute une offre d'accompagnement. Alors c'est chouette parce que mes compétences passées en data m'ont permis aussi de créer ces offres-là, donc d'accompagner nos clients sur la mesure et la réduction de leurs impacts environnementaux pour les aider aussi à travailler ce sujet-là. Et grâce à l'expérience qu'on a en magazine en interne, puis aussi parce qu'il faut bien balayer devant notre porte, hein, eh bien, on est capable aujourd'hui, ça y est, de vendre des missions pour mesurer et réduire les émissions de nos clients. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle et c'est quelque chose qui se développe petit à petit, qui se développe même assez bien cette année parce qu'il y a des enjeux réglementaires hein, qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais je pense notamment la CSRD est évidemment un des sujets, mais il y a aussi le SFDR, hein, qui est une autre directive européenne. La CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est une réglementation qui est applicable depuis le 1er janvier 2024 et qui oblige les entreprises, à l'issue de cette année 2024, à reporter, à fournir un reporting public de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, d'autres indicateurs aussi, qui sont des indicateurs sociaux, pour justement
forcer tous les acteurs européens. Il y a un calendrier en 2024, ce n'est pas toutes les entreprises européennes, mais une très grande partie quand même. Et jusqu'à 2028, toutes les entreprises qui ont un business en Europe devront faire ce reporting. Il fait que Ludovic, nécessairement, on sera obligé de traiter ça. Oui, pardon. j'en profite pour te demander, ouais, pas de souci. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de ce que tu as pu mettre en place en fait au niveau de ta structure, d'exemples d'obstacles en fait que tu as dû lever au niveau de ton parcours, tu sais, au début, les premiers obstacles auxquels tu as dû faire face, et un peu au fur et à mesure de ton chemin, parce que tu as avancé très loin en termes de maturité dans ce que tu as pu mettre en place, mais à différents étapes clés, en fait, des petits obstacles concrets que tu as pu lever, quoi. Alors, c'est évidemment une excellente question. Tout ça, c'est absolument pas fait tout seul. Et puis, c'est pas fini, hein. Il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à ça. Mais un des points essentiels, c'est évidemment d'embarquer ses collaborateurs, hein. C'est la difficulté. Je vais citer un exemple très précis. Je vous parlais de la fresque tout à l'heure. J'ai des collaborateurs qui voulaient pas faire la fresque, hein, simplement, parce qu'ils disent, mais moi, j'ai pas 3 heures de temps à passer sur un atelier, j'ai autre chose à faire, ou ça m'intéresse pas. Et donc ça, c'est pas simple. Ça nécessite d'expliquer, hein. Ça nécessite vraiment de prendre le temps, d'écouter aussi les freins, hein, d'écouter aussi ce qui fait que certaines personnes n'ont pas envie d'y aller, et de prendre le temps de leur expliquer pourquoi c'est important, et notamment pourquoi c'est important pour l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est la première chose, c'est déjà, il y a un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas envie d'aller vers ça. C'est pas toujours évident. Donc, embarquer tout le monde sur le sujet, c'est la plus grosse difficulté, hein. J'ai encore d'ailleurs des difficultés là-dessus, hein. C'est pas 100% réglé. Loin de là. En plus, globalement, ces enjeux et ce que je vous disais, le fait d'utiliser des indicateurs très différents de ce qu'on a l'habitude de manipuler en entreprise, de se fixer un imaginaire complètement différent aussi de l'entreprise ou du succès, c'est pas évident. Ça nécessite vraiment de former ses collaborateurs là-dessus. Et donc, pour pouvoir le faire, il a fallu me former. Donc, moi, je passe énormément de temps à me former toujours. J'ai toujours l'impression d'ailleurs que je ne sais rien. C'est assez infernal. Mais il faut vraiment pas lésiner sur ce sujet-là. La bonne nouvelle, encore une fois, comme je le disais, c'est qu'il y a énormément de ressources disponibles partout à peu près gratuitement, hein, ou pour une bouchée de pain pour certains, mais l'essentiel est gratuit. Donc ça, c'est formidable. Je vous laisse aller regarder ce que les associations proposent. Il y a aussi des collectifs. Alors moi, je ne suis pas allé dans cette direction-là parce que la chance que j'ai eue, c'est que j'avais déjà un collectif dans mon entreprise quelque part. Ouais, c'est bon. Pardon, j'avais déjà des collègues qui s'intéressaient au sujet. Donc, on a pu partager et travailler ensemble. Mais si vous êtes tout seul dans votre entreprise sur le sujet, je vous invite à aller voir des associations comme les collectifs, mais il y en a d'autres, hein. Il y a plusieurs associations justement qui réunissent au sein de chaque secteur en fait des acteurs qui veulent faire bouger les choses, et ça permet d'avoir accès encore une fois à des ressources, à du partage d'expérience. Ça, c'est très intéressant. Donc, premier problème, c'est comment on fait pour embarquer tout le monde, hein. Ça, c'est voilà, c'est la première difficulté à surmonter. La deuxième chose, c'est évidemment la peur d'agir, hein. On a peur en entreprise pour son job, en fait. Voilà, on a besoin de son job. Moi, accessoirement, j'aime beaucoup ce que je fais dans la data. Enfin, pour faire ça depuis 20 ans et depuis 9 ans dans la même entreprise, c'est parce que je m'y sens bien et parce que j'aime beaucoup. Et c'est quand même pas évident d'aller dire, oh bah finalement, là, je vais tout changer, hein, j'ai plus envie de faire ça, je vais faire autre chose. C'est pas du tout simple. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai pris un peu de temps et puis j'en ai parlé. Et finalement, c'est en ayant justement ces discussions qu'on peut surmonter ce problème de peur d'agir, en se rendant compte qu'on n'est pas tout seul, et puis aussi en voyant des pistes. Il y a des pistes pour transformer les choses dans une entreprise. Il y a aussi, parfois, vous êtes dans une entreprise, il y a déjà des actions entreprises par des collègues. Il faut en parler avec eux, évidemment, et ça permet de débloquer toute cette peur d'agir et de trouver aussi la bonne façon de le faire. C'est-à-dire que, euh, typiquement, un des axes importants vis-à-vis des directions, c'est d'éviter d'être dans la provocation. Enfin, je veux dire, si j'étais allé voir la direction et que j'avais dit c'est n'importe quoi ce qu'on fait, il faut tout arrêter,
Bon, on ne m'aurait pas écouté. C'est pas audible comme message. Par contre, le fait de dire, voilà, on a un souci, il faut quand même qu'on évolue et qu'on mette en place des choses pour transformer notre activité, c'est beaucoup plus audible, expliquer le problème. Typiquement, une des choses que j'ai faites pour ça, par rapport à la direction, c'est que j'arrivais pas à attraper la direction pour qu'il fasse la fresque, par exemple. Je me suis dit que c'était quand même une des priorités fortes. Dès la première année où on a mis en place la fresque, j'ai fait en fait une session que j'ai organisée moi-même et où je me suis arrangé pour que ce soit une sorte de lunch and learn, donc un déjeuner pour être sûr que ça rentre dans leur emploi du temps de ministre. Et puis, j'ai invité toute la direction en disant, ben, allez, on se fait un atelier tous ensemble autour de ce sujet-là. Et du coup, on l'a fait. On l'a fait, ils sont venus et c'était un moment de convivialité extraordinaire aussi. Donc, c'était parce qu'ils se retrouvent finalement pas si souvent que ça dans ce contexte-là pour parler de prendre du recul et parler de sujets comme celui-là. C'était intéressant. Donc voilà, il y a quand même des freins comme ça qu'on arrive à lever avec des petits dispositifs. Il faut vraiment se creuser les méninges parfois pour embarquer les gens. Autre problème qu'on peut rencontrer, c'est le manque de disponibilité d'informations ou de données sur un sujet. Je parlais du numérique. Il n'y a pas si longtemps, mesurer n'importe quelle empreinte carbone dans le numérique, c'était franchement très très compliqué, quoi. Il n'y avait que quelques personnes qui savaient le faire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux existants sur le sujet. Je peux prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Forcément, déjà, il y a plein de travaux qui ont été menés sur le sujet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Assez tôt, finalement, parce que il y a déjà des méthodologies qui sont disponibles maintenant pour évaluer ces impacts. Mais quand il n'y a pas de données ou quand on ne sait pas, quand on n'a pas les informations, c'est compliqué. Donc parfois, on avance à l'aveugle. Bah, typiquement, nous, une grande partie de ce qu'on fait, c'était déployer des outils de web analyse. Aujourd'hui, des études qui expliquent ça, il n'y en a pas. Bah, du coup, on l'a fait. On a fait le travail nous-mêmes, mais on peut aussi s'appuyer sur l'écosystème, hein. Il y a des acteurs dans l'écosystème qui montent des études là-dessus. On peut aller les voir, on peut leur poser des questions, récupérer des informations. Mais parfois, on n'a pas beaucoup de données quand même, donc ça nécessite à la fois plusieurs méthodes, hein, s'adresser à l'écosystème, utiliser aussi des ordres de grandeur, c'est-à-dire que si on a peu de données, on peut quand même comprendre dans les grandes lignes de quoi on parle en termes d'impact et du coup évaluer de quoi il s'agit par rapport au reste de l'impact de son entreprise. Donc, par exemple, si on accompagne nos clients pour déployer des solutions d'IA générative, par exemple, on ne sait pas exactement combien ça fait, mais on est capable quand même, grâce notamment à quelques travaux, ou même avec très peu de données, d'évaluer un premier impact. Voilà, donc ça, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ce, dans ce sujet. Et alors, un des aspects qui m'a bien porté sur la peur d'agir aussi, je n'ai pas évoqué, pardon, c'est la peur d'agir, elle vient aussi par rapport à sa carrière, quoi. On n'a pas envie typiquement, moi, ça faisait 20 ans que j'étais dans la data. J'ai 40 ans, j'ai pas forcément envie enfin, c'est pas facile de changer complètement de métier. C'est des compétences assez différentes. Et on peut être hésitant par rapport à ça. C'est bien joli, mais moi j'ai une carrière, j'ai envie de bénéficier aussi, de capitaliser sur ce que j'ai réussi professionnellement. Finalement, aujourd'hui, cette carrière est largement bonifiée par ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, ça a beaucoup plus d'avenir et c'est beaucoup plus central. Je le vois bien, puisque je suis beaucoup plus sollicité aujourd'hui qu'auparavant. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus central comme sujet. Donc, au final, moi, je suis ravi du choix de carrière que j'ai fait. Donc, ça, c'est par rapport à ma carrière, à mon job. Et puis, par rapport à ma vie personnelle, j'ai quand même beaucoup plus de satisfaction et de sens dans ce que je fais qu'auparavant. Voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour moi, à titre personnel, de faire ça. Et je pense que ça, c'est un sujet aussi intéressant. Et je vais aller jusqu'au bout de ce point-là. C'est que je suis plus tout seul. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais déjà un petit groupe qu'on avait créé, où on discutait régulièrement de ce sujet, on mettait en place des actions, de la formation, etc. Pas que je sois tout seul à influencer le sujet, sinon ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, j'ai des collègues dont le métier est aussi de travailler exclusivement sur ce sujet. Alors, j'en ai pas 10 000, mais j'ai quand même des collègues qui sont dédiés maintenant à cette activité-là.
pour aller faire du business développement, aller solliciter des clients sur ce pool de missions-là, parce qu'on a développé cette offre-là, pour améliorer l'efficacité des traitements que l'on a lorsqu'on met en place des projets pour des clients, euh, etc. Enfin, vraiment, voilà, j'ai cette chance-là aussi maintenant d'être plus tout seul et d'être entouré d'autres collègues qui sont partis là-dessus. Parce que, quête de sens, quoi. Ils avaient envie d'avoir un métier qui ait du sens. Voilà, c'est tout simplement. Ludovic, ouais, justement, j'en profite par rapport pour faire la transition. Je vois des questions notamment dans le chat. Quel levier, toi, tu as identifié pour faire écho auprès de tes collègues et lever peut-être des réticences? Qu'est-ce qui revenait souvent en- comme prise en compte, en fait? Alors, il y a plusieurs dispositifs qu'on a mis en place. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, pour moi, une fois quand on veut lancer quelque chose pour l'entreprise, la première chose, c'est de sensibiliser, former. Et donc là, j'ai attaqué à la racine, c'est-à-dire que déjà, il y a l'onboarding, l'accueil des nouveaux. L'accueil des nouveaux, presque toutes les entreprises, il y a un petit processus encadré pour accueillir les nouveaux dans l'entreprise. Et donc, j'ai squatté tout de suite ce petit processus-là pour avoir une session courte, hein, certes, mais une session qui explique les enjeux et leur rapport à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire, au fait, il n'y a pas que l'entreprise, c'est pas que l'impact qu'elle a sur le sujet, mais c'est les risques pour l'entreprise de se retrouver sur le circuit, j'ai envie de dire, des impacts du réchauffement climatique et donc de se retrouver en grave difficulté. Euh, il y a d'autres impacts d'ailleurs que le réchauffement climatique. Il y a aussi l'épuisement des ressources abiotiques, par exemple. Dans le numérique, c'est particulièrement important. Si on regarde un tout petit peu sous l'angle des risques, et ça c'est un axe intéressant aussi de travail, on peut sensibiliser très fortement ses collègues. Donc voilà, dans cette petite session là, très, très courte que je fais à l'accueil de tous les nouveaux, et maintenant voilà, je suis entouré, donc j'ai d'autres personnes aussi qui animent cette session, je suis plus tout seul, eh bien on explique ces risques-là et donc à quel point c'est important pour nous et pour nos clients et donc pour notre business finalement de changer nos façons de faire. Voilà. À partir du moment où on fait le lien entre les deux, où on explique où se situent les risques, alors là, ça dépend des entreprises, hein. Je ne peux pas vous répondre pour toutes les entreprises, mais très clairement, pour moi, toutes les entreprises sont concernées, ça c'est certain. Toutes les entreprises ont des risques liés aux impacts climatiques, mais ils ne sont pas forcément aux mêmes endroits. En tout cas, les priorités ne sont pas toujours aux mêmes endroits. Typiquement, pour nous, c'est évidemment le business de nos clients qui en pâtit, donc il faut qu'on se positionne sur le bon sujet. Tu as bien mis en point le côté onboarding, formation, mais par exemple, avec des collègues qui étaient là depuis un moment, qui avaient une façon de faire, qu'est-ce que tu as fait pour les convaincre, en fait, de changer certaines façons de faire, quoi. Ouais, alors c'est pas facile. Je prétendrai pas avoir convaincu l'intégralité de mes collègues sur tous les sujets, ça c'est absolument pas vrai. Mais par contre, il y a aussi des dispositifs assez simples qui sont aussi les bureaux ou les bâtiments dans lesquels on travaille. On peut ajouter des éléments de sensibilisation dans ces bureaux. Donc, une des actions qu'on a mises en place, c'est on a fait des petites affichettes qui expliquent les impacts environnementaux de ce qu'on fait en surfant sur notre domaine d'activité. Donc, nous, c'est la data. Donc, évidemment, on va utiliser des points de données pour former sur ces sujets-là. Donc, on peut tout à fait utiliser l'activité de l'entreprise. Je ne sais pas moi, si c'est une entreprise qui fabrique, j'en sais rien moi, qui fait de la sidérurgie, ben, on peut exploiter l'axe du métier de la sidérurgie pour raconter aussi dans les locaux, que ce soit l'usine ou les bureaux, les enjeux de la sidérurgie, les éléments, etc. Enfin, c'est très intéressant. Là, typiquement, bah, nous, on l'a fait sur les impacts à la fois, c'est pas 100% déployé d'ailleurs pour l'instant, mais les impacts à la fois de ce qu'on fait au quotidien, donc notamment les déjeuners, les déjeuners, quoi, tout simplement quand on va déjeuner, les déplacements professionnels, donc tout ce qui va être éviter de prendre l'avion, par exemple, pour ces déplacements. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on a mis en place un peu partout dans l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est lorsque j'ai un problème, notamment pour faire venir des gens à des formations, typiquement la fresque, comme je le disais. Ça sert à rien de marteler, ça sert à rien d'insister lourdement. Il y a un moment donné, le plus simple, c'est aussi les écouter. Donc, pour les écouter, typiquement,
ça m'arrive régulièrement de faire un petit sondage, un mini-sondage. Donc, j'envoie à ces personnes-là, je leur dis, voilà, j'ai bien noté que voilà, vous n'aviez pas pu participer à la fresque ou à telle formation, à tel élément. Je prends des informations. Et je leur demande pourquoi, enfin, je leur demande ce qui fait qu'ils n'ont pas voulu, en toute bienveillance, enfin, vraiment sans vouloir leur jeter la pierre ou quoi que ce soit, pour comprendre. Et en fait, on se rend compte dans ces cas-là, quand on est plutôt dans la prise d'information et qu'on explique aussi d'ailleurs pourquoi on le fait, ça c'est un point très important, bien expliquer pourquoi on fait ces formations-là, le lien avec le business. Mais c'est un bon moyen, en prenant de l'information, de comprendre aussi ce qu'ils n'ont pas compris, ou alors il y a beaucoup de malentendus en fait, sur le sujet. Vous avez plein de personnes qui s'y lancent pas, non pas parce ils ont pas envie, ou parce qu'ils ont pas compris. Donc, il faut absolument lever ces malentendus-là, et c'est un très bon moyen de le faire. Et après, vous avez toujours quelques personnes qui vont être convaincues du contraire, soit climato-sceptiques, soit etc. Et là, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de passer du temps avec ces personnes-là. Il n'y a pas de formule magique, il faut passer du temps, leur expliquer, c'est très long. Mais évidemment, on ne va pas commencer par ces personnes-là, on va commencer par ceux où c'est faisable de faire autrement. En tout cas, il faut pas se bloquer là-dessus, quoi. C'est pas parce que les gens viennent pas ou font pas. Moi, ça m'a souvent beaucoup frustré. En fait, quand on pose des questions, quand on creuse, on trouve les réponses. Quand on écoute les personnes, au final, on se rend compte qu'il y a des points communs, des ponts peut-être à tisser entre ce qu'ils ont envie et les liens, enfin, les conséquences avec les impacts du dérèglement, quoi, de ce qu'ils peuvent mettre en place, faire un des ponts. Je reviens sur quelque chose que tu as dit qui était assez intéressant, notamment tout ce qui est généralement, les entreprises sont orientées au niveau argent, monétique, et de les faire orienter sur quelque chose de plus au niveau conséquences, impact des ressources, de l'impact sur l'environnement. Comment tu as fait pour déplacer un peu le débat, quoi, qui est le nerf de la guerre, un peu de tout ça, quoi. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Il y a eu un petit moment où ça a Ouais, coupé tout au début de ta question. J'ai pas entendu. tu parlais, enfin, donc, l'entreprise, elle est plutôt orientée, comme la plupart, sur le côté argent. Comment tu as fait pour déplacer le débat sur tout ce qui est gestion des ressources, en fait? Ah oui, alors ça c'est une excellente question. La première chose, c'est déjà créer d'autres indicateurs. Euh, ça me paraît d'ailleurs un élément absolument fondamental sur tout ce qui est développement durable, hein, parce que durable, c'est pas uniquement la partie climat, mais c'est aussi faire en sorte que l'entreprise elle fonctionne dans de bonnes conditions et que du coup elle tienne le temps, tienne la route. Donc évidemment, le climat joue un très très grand rôle là-dedans. C'est-à-dire si on s'en occupe pas, il va s'occuper de l'entreprise. Et donc, il faut des indicateurs. Voilà. Donc, c'est très clair que ce soit des indicateurs climatiques, des indicateurs sociaux, voilà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, par exemple, la participation aux formations, aux sessions de formation, ben nous, on suit ça. On suit, voilà, est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de personnes qui participent aux formations? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette dans certaines équipes? Voilà. Donc, avoir des indicateurs de ce type, c'est très utile et ça permet de les rendre visibles auprès de la direction et dire, mais écoutez, en fait, typiquement, ben voilà, on s'aperçoit qu'on a énormément d'émissions qui viennent des déplacements professionnels dans tel bureau. Voilà, on peut s'adresser au patron de ce bureau-là et dire, bah, regardez, il y a un problème quand même, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour résoudre ce problème? Donc, toujours en étant, encore une fois, dans une logique positive. Ça me paraît un des points absolument majeurs. C'est très difficile parce que parfois on a envie de s'énerver, mais si on ne présente pas le problème, plutôt la solution, de manière positive, il n'y a personne qui va suivre, hein, c'est pas la peine. Donc en allant voir un patron de bureau sur cette problématique que je vous décris là, qui est une vraie histoire, si on lui dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, ça marche jamais, hein. C'est plutôt, voilà, on a constaté ça. On lui fournit un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas juste il y a beaucoup d'émissions liées au déplacement pro, on lui dit ben, c'est surtout ce tel déplacement, c'est surtout quand on va à tel endroit, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les trajets en avion? Comment on peut travailler ça? Et d'être dans la co-construction, c'est extrêmement important. Voilà. Et c'est ce que tu D'écouter disais, c'est que tu les arrivais avec problèmes. une solution et eux, ils étaient preneurs et puis ils abondaient dans ton sens et puis, ah bah ok, bah vas-y, on te laisse. Pas toujours, ils abondent pas toujours dans notre sens, mais quand c'est pas le cas, on peut aussi insister sur les chiffres en fait, en disant mais regardez, en fait, c'est vraiment là où il y a un souci, quoi. Donc en fait, on peut faire ça en leur proposant des solutions, tout simplement quand la solution elle est faisable et puis en écoutant, ça c'est très important, c'est-à-dire que il y a des freins, hein,
Typiquement, si je prends l'avion, si vous demandez aux Américains de prendre plus le train, bon, c'est pas une bonne solution, hein. Le train aux États-Unis, il marche super mal, il y a quasiment rien, c'est très mal desservi, ça coûte très cher. C'est pas du tout une solution. Donc, il faut bien évaluer aussi les types de solutions qu'on peut proposer et arriver avec des choses qui soient possibles dans le contexte de son interlocuteur, qui a aussi d'autres problèmes à gérer, quoi. Lui, il a une responsabilité dans l'entreprise. Donc, il faut écouter quelque part aussi ces problèmes-là, parce qu'on ne les connaît pas tous. Enfin, voilà, je ne connais pas toute l'activité de l'entreprise 55. Pourtant, on n'est que 400. Alors, si on était 4000 ou 5000, alors là, je n'y arriverais pas. Un des points intéressants d'ailleurs aussi que j'ai pas évoqué, c'est que maintenant, nous, on appartient à un groupe qui représente plutôt plus de 10 000, plus de 10 000 personnes en tout cas, donc beaucoup plus gros. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai des homologues dans d'autres structures du groupe et maintenant, on commence à travailler aussi ensemble depuis à peu près un an et on met en place vraiment des choses pour aller changer au niveau du groupe. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Encore une fois, voilà, je suis plus tout seul. Ça, c'est un des choses importantes de ne pas rester seul. Malgré la taille du groupe, là je vois qu'il y a une question notamment là-dessus avec un groupe où il y a une Oui, grande diversité, c'est qu'on peut se faire l'écho, comme tu disais, ne pas porter seul l'ensemble du projet, mais se faire l'écho et trouver des personnes qui sont aussi moteurs et qui propagent en fait ce que tu disais, être support, et même au-delà de ses propres clients, qui propagent en fait les impacts et les mesures de la transformation en faveur du climat, quoi. tout à fait. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Aller chercher d'autres personnes qui s'intéressent à ça. Alors, en particulier dans les grandes structures, hein, c'est Trouver de un peu l'écho, ouais. plus facile de trouver, mais il faut faire l'effort de les trouver. Et ça peut se faire tout simplement en lançant une petite initiative, hein. Je sais pas, tiens, on va faire, voilà, je dis n'importe quoi, on va aller se former sur l'atelier Ogre. Je prends un exemple au hasard comme ça. On va organiser un atelier d'automne. D'automne, c'est assez fun, hein, c'est un jeu, c'est presque plus qu'un atelier, c'est un jeu. Et on apprend plein de choses, c'est formidable. J'appellerais plus ça un serious game, comme on dit, qu'un atelier. Et du coup, pourquoi pas organiser ça? Et puis ça permet très vite d'identifier qui s'intéresse au sujet, qui a envie et du coup de créer des petits groupes de travail. Et puis après, on peut élargir ça en travaillant à l'international. Voilà, c'est ce genre d'éléments-là qu'on peut travailler. Donc d'abord à petite échelle, hein, on commence à un petit groupe de personnes, puis après on va élargir au-delà, typiquement élargir même au groupe qui est un groupe international. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir aller chercher cette solution-là aussi. Peut-être pour finir, parce que là, on va presque être à l'heure de l'apéro, ce que je suggère peut-être, c'est est-ce que tu as un mot de la fin, Ludovic? Peut-être quel conseil pratique à ceux qui voudraient s'engager demain et suivre ton exemple? En conclusion, en mot de la fin, effectivement, il est presque 19h30. C'est vrai que voilà, la transition, c'est quand même long. C'est ambitieux. Ça suffit pas de faire des tout petits efforts, évidemment, mais ça commence forcément par un petit pas. Donc déjà, la première chose, c'est pas la peine de se fixer tout de suite une ambition de dingue, mais c'est plutôt de se fixer des ambitions à plus court terme. Voilà. Se dire, bah, tiens, là, on va atteindre ça, puis ça, puis ça. Ça, c'est la première chose. C'est déjà, si vous avez envie de vous lancer sur ce sujet, vous ne lancez pas dans des trucs trop ambitieux, vous allez vous faire du mal. Donc, petit pas, c'est très important. Et on peut faire comme on se fait dans les entreprises. On fait des roadmaps, des feuilles de route. On se dit, bah, voilà, tiens, bah, cette année, on va résoudre ce problème-là, par exemple. Ça, c'est très important, à la fois à titre personnel et à titre collectif d'ailleurs, hein. Changer ses habitudes de tous les jours quand on a 40, 50, 60 ans, pas évident, hein. Ou quand on a même 30 ans d'ailleurs, c'est pas du tout évident. Donc pareil, petit à petit, on peut se fixer une feuille de route et dire cette année, c'est ça que je vais changer, l'année prochaine, ce sera ça. Et la deuxième chose vraiment dans mon expérience, c'est en fait, ça apporte énormément de bonheur. C'est-à-dire que pour être franc, moi, je suis beaucoup, beaucoup plus heureux depuis que je fais ça qu'avant. Mais vraiment, ça se ressent aussi dans mon travail, je pense. Voilà, je m'épanouis énormément. Donc, les gens que je croise qui travaillent sur le sujet sont des personnes extrêmement enthousiastes, épanouies parce qu'elles travaillent sur un sujet enfin, formidable, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point important aussi pour se lancer.
Et puis, effectivement, bien comme sûr, tu il dis, faut se former, quoi. Par contre, il ne faut pas sous-estimer la tâche de formation. Voilà, c'est le dernier point. C'est évidemment, il faut comprendre un peu le problème avant de s'y attaquer. Et donc ça nécessite de passer un tout petit peu de temps à se former. On a évoqué pas mal de contenus que vous pouvez utiliser pour ça, pour bien comprendre les enjeux dans son entreprise. très Et bien. je Merci pense que beaucoup, c'est Ludovic. très bien comme mot de la fin de voir ton sourire et ta motivation. On ne peut que espérer que ça motive la majorité des participants à suivre ton exemple. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup Ludovic. Merci Michel pour l'animation. Avec Et plaisir. merci Aurélien pour euh, cette nouvelle coopération, hein, et merci à tous les participants. Et merci Laurent pour le recadrage et les nouvelles fraîches. Merci à vous. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à renseigner le sondage dès maintenant, tant que c'est chaud. Nous vous enverrons par mail le replay, la présentation de Laurent, hein, qui est de grande qualité, et puis le sondage que vous pourrez voilà, remplir également dans quelques jours. Merci Bonne beaucoup à soirée. vous, c'était très intéressant. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Merci. merci. Ouais, Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. à bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à assister au prochain webinaire en petit comité, comme je l'ai mis dans le chat, pour partager vos premières actions. Donc, il y en a un par mois. On appelle ça concrétiser l'action dans la durée, parce que comme Ludovic, il faut tenir dans la durée.